À cette époque, j'ai fait mon entrée à Courant comme princesse et protectrice. Cet établissement devait son origine à un beau mouvement d'enthousiasme de l'empereur. Le lendemain de la bataille d'Austerlitz, touché de la perte des temps des braves, dont le mort venait d'affirmer sa gloire, il décréta sur les champs de bataille même qui adopterait les enfants de ceux qui avaient payé de leur vie cette fameuse journée. À son retour, indécis encore s'il exécuterait son décret à cause de l'opinion où il était que l'éducation des filles appartenait à leur mère. Il fit venir Madame Campan, la consulta et finit par lui dire « Je ne me bornerai pas à faire élever une petite nombre de filles. Je n'aime pas les petites choses, elles ne servent à rien. » Censure n'était qu'une guirlande de fleurs offertes à Madame de Maintenon pour le mot de Louis XIV. 250 filles nobles n'étant rien pour 8000 familles de pauvres gentilshommes. J'élèverai 400-500 filles au point et je renfermerai les murs. L'exécution de ce projet fut ajournée, mais le lendemain de la bataille de Friedland, il écrivit de sa propre main et envoya un règlement très étendu qui depuis a été constamment suivi dans la maison. Ma réception à Écouen fut touchante. J'étais heureuse à chaque fois que j'allais dans ce lieu. Tant de jeunes cœurs étaient élevés à mes chariots. Oh, j'ai retrouvé les émotions de mon enfance, cette vivacité, cette confiance, ce sentiment qui cet âge seul prouve que le monde vient trop vite altérer. Cette institution s'éleva bien au-dessous de celle des censures. Il est vrai que Madame Campan la secondait de toute la supériorité de ses talents. Je lui ai fait faire une route des 5 lieues avec Coin pour m'y rendre aussi souvent que ma santé me le permettait. La maison de Saint-Denis s'organisait aussi et de plus 6 maisons de jeunes orphelines. Tous les talents d'agrément étaient exclus. Et tout l'on apprenait que les choses utiles. Je vais tous les établissements sous ma protection. J'étais comme la mère de toutes les jeunes filles de la France. Dans leur prière, mon nom seul et celui de l'empereur était prononcé de toutes mes grandeurs. Voilà celle dont mon cœur fut le plus satisfait aussi. Mais l'attend vie et a-t-on répété souvent à l'impératrice que cette place devait lui appartenir? On ne la chose qu'à lui inspirer le désir, mais l'empereur me la conserva toujours. Il fit organiser pour elle la société maternelle dont elle fut présidente, et Madame Mère fut mise à la tête de toutes les sœurs de la charité. Ainsi, c'est à sa famille que l'empereur avait donné les soins de la jeunesse et de l'infortune. Les couches de l'impératrice approchaient. Oh, mon frère fut mandé pour y assister. Les grands ducs de Würzburg étaient à Paris où page 20 un soir me cherchait parce que l'impératrice ressentait les premiers douleurs. Je me rendis aux Tuileries. Toute la cour devait se trouver réunie dans la chambre de la couchée était l'empereur, Madame Mère, Madame la comtesse de Montesquieu, gouvernante, Madame de Montebello, dame d'honneur, Madame de Lucé, dame de Tours, Madame de Beaupère, que je vais céder à l'empereur pour être sous-gouvernante de ses enfants, et Madame de Metz réunie avec le même titre. Toutes les femmes, les médecins et accoucheurs du jeune homme d'annonce prise à Écouen se tenaient toujours dans le petit cabinet qui séparait la chambre de l'impératrice du salon où nous étions, mon frère, le grand-duc de Würzburg, la princesse Pauline, la reine d'Espagne et moi. Tous les autres salons étaient remplis par la cour et les autorités. L'empereur venait de temps en temps nous donner des nouvelles, selon qui les souffrances étaient plus ou moins vives par ici, plus ou moins agitées ici
Inquiété de ces longues douleurs, nous demandait s'il pouvait en résulter pour la mère ou l'enfant des conséquences fâcheuses. Il n'osait pas se livrer à l'espoir d'avoir un fils. On voyait qu'il cherchait à prendre son parti dans le cas contraire. Cependant, il s'informait avec soin si quelque indice pouvait remarquer d'avance le sexe de l'enfant et trahissait par ses questions toute son anxiété. J'étais si fatiguée que vers 4 heures du matin, je sortais la chambre d'une des dames d'annonce. J'étais tout habillée sur son lit et je lui ai dit de venir m'appeler si elle entendait l'impératrice crier. Pendant mon sommeil, ces douleurs s'étaient encrammées. On crut que le couchement n'aurait pas lieu si tôt. Et l'on engagea tout le monde à aller prendre du repos vers 7 heures. Les douleurs reviendront. L'enfant se présentement. La couche perdait presque la tête. Lorsque l'empereur lui dit avec beaucoup de sang-froid d'agir comme il ferait près de la femme la plus basse classe, c'est avant tout de sauver la mère. L'impératrice fut donc accouchée avec des fers. L'empereur ne la quitta pas un instant. Il la tenait dans ses bras, cherchait à lui donner du courage, mais lui-même avait été si complètement ébranlé par le spectacle des douleurs de sa femme, qui avait gardé pendant toute la journée comme une espèce d'agitation nerveuse. Vers 8 heures du matin, ma jeune dame d'annonce, dans un désordre extrême, entre tout à coup dans la chambre où je reposais. Elle me dit tout en larmes que l'impératrice faisait des cris affreux. Je m'empressai de descendre et j'ai trouvé l'empereur sortant de la chambre de sa femme, pâle, respirant à peine. C'est fini, me dit-il. Elle est sauvée. Son air était si malheureux que je lui demandai avec crainte. Est-ce un garçon? Oui, me dit-il, tout pressé. À ce mot, je l'embrassai, mais il était tellement pressé qu'il me repoussa. Ah, je ne puis sentir tout ce bonheur-là, me dit-il. La pauvre femme a tant souffert. Et il me quitta pour donner l'ordre de tirer les 100 coups de canon. J'entrai dans la chambre de l'impératrice. Elle était encore sur son lit de souffrance et la couchait près d'elle. Je m'avançai vers la sage-femme qui tenait l'enfant. Il me parut fort et bien portant. Je m'approchai ensuite de l'impératrice pour la féliciter. Il y avait tant de monde dans la chambre que j'en sortis. Je retrouvai l'empereur, tellement frappé encore par une inquiétude qui venait d'éprouver sur le sort de sa femme qui put se rendre maître de son émotion pénible. Il ne montrait qu'un air sérieux au lieu de laisser éclater sa joie. Cette apparence d'immobilité formait un contraste frappant avec l'enthousiasme qui se manifestait sur tous les visages. On était surpris de ne pas apercevoir ceux-ci cette douce sérénité qui donne le bonheur, et surtout au moment où la fortune comblait ses vœux. Plus élevé par eux, inépuisable dans ses dons, plus on attendait de lui de la reconnaissance. Il faut juger sévèrement. On les crut insensible, tandis que justement c'est une des occasions où je lui ai vu des plus de véritable sensibilité. Oublier toutes ces idées de grandeur, d'ambition, d'avenir n'être que pour tendre lorsqu'il devenait père heureux. J'ai là sa pensée, si le cœur n'a pas plus de part à ses impressions que tout cela reste. Pour moi, je l'avouerai, j'étais embarrassée des regards qui se fixaient sur moi avec une sorte d'intérêt et de curiosité. J'avais été émue de l'émotion de l'empereur sans penser que cette naissance éloignait mes fils du trône. Je lui souhaitais ce qu'il désirait comme un enfant le souhaite à son père et à son bienfaiteur. Il ne m'était pas venu à l'idée que mes enfants puissent avoir la couronne de France. Du moins, je ne l'avais jamais ambitionné pour eux aussi. Si ce était un sacrifice, il devait être fait le jour du divorce. J'ai partagé donc franchement le bonheur de l'empereur.
Mais quand avion gauche est gêné lorsqu'on s'aperçoit que le monde vertueux vous juger de près, oui, et vous se posez triste, remarque la joie, et vous croit fausse comme il a besoin de vous plaindre ou de vous blâmer. Il faut se contraindre pour lui plaire, cacher un sentiment comme on en cacherait mauvais ou si long est vrai en curieux, sa disgrâce. J'ai pris dans cette circonstance la même partie qui, dans beaucoup d'autres, je me laissais aller à mes impressions. Je les sentais bonnes et quand elles n'étaient pas blâmables à mes yeux, je m'inquiétais peu qu'elles le faisant aux yeux des autres.